Bonjour tout le monde, je me présente Sarah Veilleux, je suis conseillère d'orientation et aujourd'hui je représente le service d'orientation et d'information scolaire du Cégep de Saint-Jérôme pour vous donner un atelier informatisé sur l'admission universitaire sur la base du DEC. L'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, c'est donc de répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur l'admission universitaire, sur la procédure à suivre, les documents requis, comment bien cibler aussi son programme qu'on souhaite intégrer à l'université. Vous auriez donc compris que l'atelier d'aujourd'hui se destine principalement aux étudiants qui sont finissants dans un DEC préuniversitaire ou encore un DEC technique et qui entrevoient faire l'année prochaine une demande d'admission à l'université. Alors, vous voyez à cette diapo-ci le plan de la présentation sur l'admission universitaire. On a décidé de faire cette présentation sous forme de 4 capsules qui abordent des thématiques distinctes. Alors, vous voyez les 4 thématiques abordées à l'écran. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui vous interpellent davantage et qui vous concernent pour pouvoir aller chercher l'information et répondre à vos questions. Veuillez prendre note aussi que l'information qui est transmise dans le cadre de cette présentation est transmise au meilleur des connaissances du personnel du service d'orientation et d'information scolaire et professionnelle. Toutefois, certaines informations qui sont transmises peuvent varier avec le temps ou encore changer d'une université à l'autre. Il est donc de votre responsabilité aux étudiants d'aller contrevalider l'information qu'on vous transmet auprès des universités directement. Cette vidéo vise donc à faire un court survol pour pouvoir comprendre le système universitaire, les bases de l'admission aussi universitaire, incluant les dates limites et les préalables à l'admission. On va donc débuter l'atelier avec une brève présentation du système universitaire québécois, surtout dans le but de mieux comprendre les termes, les appellations que vous allez pouvoir croiser en faisant votre demande d'admission. Il faut d'abord comprendre que pour pouvoir être admis à des études universitaires, il y a plusieurs bases d'admission possibles, des bases expériences, des bases adultes. Si vous êtes en train de regarder cet atelier-là aujourd'hui, c'est fort probablement parce que vous êtes en voie de compléter votre diplôme d'études collégiales. En ce sens, vous allez faire votre demande d'admission sous base d'études collégiales, soit un DEC préuniversitaire ou encore technique. Donc, une fois votre DEC en poche, vous pouvez faire votre entrée à l'université. Généralement, quand on part du DEC puis on entre à l'université, on rentre par le premier cycle universitaire. Dans vos recherches sur les sites Internet des universités, vous allez voir plusieurs appellations de diplômes. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Le premier cycle, c'est vraiment le premier auquel on rentre finalement quand on rentre à l'université. Dans le système anglophone, pour ceux intéressés par des universités comme par exemple Concordia, McGill, on ne va pas retrouver l'appellation premier cycle, on va retrouver l'appellation plutôt undergraduate. Donc, si vous êtes intéressé par les universités anglophones, regardez plutôt pour ce terme-là. Dans le premier cycle, on va retrouver plusieurs types de diplômes différents. Naturellement, on y retrouve entre autres le baccalauréat spécialisé, qui est un baccalauréat de 3 ou 4 ans, donc 90 ou 120 crédits. C'est le baccalauréat dit régulier, finalement. Majoritairement, il va se retrouver à être d'une durée de 3 ans, mais dans certains cas, comme l'enseignement ou le génie, on peut faire un baccalauréat aussi de 4 ans. Dans certains domaines, plutôt qu'aller dans un baccalauréat, on va plutôt aller dans un doctorat de premier cycle. Des domaines, par exemple, comme la médecine vétérinaire, l'optométrie, vont directement demander aux étudiants de faire une demande au doctorat de premier cycle. On retrouve aussi dans le premier cycle des programmes plus courts, comme la majeure, la mineure, le certificat. Des gens vont décider de faire un cumul de ces diplômes-là, par exemple en cumulant une mineure puis une majeure ensemble, ou encore 3 certificats ensemble, pour avoir ce qu'on appelle un baccalauréat par cumul. Donc, au final, ils vont avoir fait 3 ans d'études universitaires, puis ils vont pouvoir obtenir un baccalauréat par cumul. Certaines personnes vont aussi utiliser ces diplômes plus courts-là comme une stratégie d'admission. Par exemple, un étudiant qui vise un programme de baccalauréat qui est contingenté puis pour lequel il n'y a pas la cotère pour pouvoir y être admis, va faire sa demande d'admission dans un certificat qui requiert une cotère moins élevée, juste pour pouvoir commencer à avoir des crédits universitaires, puis pouvoir changer sa base d'admission. Donc, peut-être de pouvoir être admis sous base d'études universitaires plutôt que sous base de l'obtention d'un DEC, finalement. Puis, ça va pouvoir donner plus de données, finalement, à l'université pour qu'il puisse analyser sa demande d'admission puis augmenter ses chances d'être admis dans le programme alors qu'il n'y avait pas la cotère initialement.
Dans le système anglophone, on va plus rarement retrouver des appellations de dit baccalauréat. Souvent, ils vont plutôt utiliser le cumul d'une majeure puis d'une mineure ensemble pour pouvoir mener à l'obtention d'un baccalauréat. Donc, c'est un peu différent pour ça du système francophone. Donc, une fois le diplôme de premier cycle acquis, donc vous avez fait votre baccalauréat au grand complet, vous pouvez à ce moment-là accéder à ce qu'on appelle les diplômes de deuxième cycle universitaire. C'est là que commencent les cycles supérieurs à l'université. Parfois, les gens vont faire une demande dans un diplôme de deuxième cycle pour pouvoir se spécialiser davantage. Par exemple, quelqu'un qui ressort d'un bac en travail social pourrait faire une demande à un diplôme d'études supérieures spécialisé en intervention auprès de personnes ayant un TSA parce qu'il souhaite se spécialiser auprès de cette clientèle-là. D'autres fois, la profession exige vraiment l'obtention d'un diplôme de deuxième cycle, quand on parle par exemple de l'architecture, de la profession de psychoéducateur ou encore de conseiller d'orientation. C'est des titres qui sont réservés de profession finalement pour les gens qui ont un diplôme de deuxième cycle. Dans ce deuxième cycle-là, on peut retrouver différents types de diplômes, encore une fois. On peut retrouver la maîtrise qui dure habituellement 2 ans. On peut retrouver des micro-programmes, des DESS, comme on disait tout à l'heure, donc un diplôme d'études supérieures spécialisées. Puis finalement, après le diplôme de deuxième cycle acquis, il y a certaines personnes qui décident de poursuivre encore une fois leurs études universitaires vers le troisième cycle où on retrouve le doctorat. Certaines personnes vont le faire des fois parce qu'elles sont intéressées par le domaine de la recherche, puis elles souhaitent approfondir les connaissances dans leur champ d'expertise, puis faire de la recherche à l'université. D'autres personnes vont aussi se diriger vers le doctorat parce que leur profession l'exige. Certaines exceptions peuvent quand même exister, c'est-à-dire qu'ici, on voit que c'est le premier cycle, puis le deuxième cycle, le troisième cycle. Des domaines comme par exemple la psychologie. Donc, pour devenir psychologue, on ne va pas passer par le deuxième cycle. On va faire notre premier cycle, donc notre baccalauréat de 3 ans, puis on va pouvoir directement après ça faire notre demande au doctorat. Ce qu'on peut faire comme constat après avoir vu ces 3 cycles universitaires-là, c'est qu'il y a une multitude de titres de diplômes qui existent. Au premier cycle, entre autres, on peut voir ces appellations de diplômes-là, donc le baccalauréat spécialisé qu'on parlait tout à l'heure, qui est de 3 ou 4 ans, qui est comme le diplôme le plus courant, admettons, premier cycle. On peut aussi voir le doctorat de premier cycle pour des domaines, par exemple, comme la santé. Mais aussi, on peut avoir des baccalauréats par cumul, des baccalauréats qui sont composés d'une majeure, d'une mineure. Ce qui est important de comprendre puis de garder en tête avec ça, c'est que c'est important de savoir avant de s'engager dans un diplôme, c'est quoi la finalité que tu recherches à la suite de l'obtention de ton diplôme. Par exemple, c'est important de savoir que la profession que je veux exercer plus tard comme psychoéducateur requiert une maîtrise. Donc, est-ce que ça me tente d'entreprendre des études de deuxième cycle? Il faut le savoir avant de t'engager dans le baccalauréat en psychoéducation, par exemple. Ou encore, avant de commencer à t'inscrire dans un certificat, puis un autre, il faut savoir, à la fin, est-ce que ça va me permettre d'avoir un baccalauréat par cumul, tous ces certificats que je suis en train de cumuler là? Parce qu'on ne peut pas faire un baccalauréat par cumul avec 3 certificats à la carte, par exemple. Il faut vraiment que ça soit officiellement reconnu par l'université, puis que l'université te dise, oui, ça fait du sens, puis après avoir fait ces 3 certificats-là, nous, on va te reconnaître un baccalauréat de 90 crédits. En ce sens, il y a certaines universités qui ont mis sur pied le BACAP, qu'on appelle, qui est un baccalauréat par cumul de certificats, qui est dans le fond préétabli. Il s'agit d'un baccalauréat qui est composé de certificats qui sont spécialement choisis par l'université pour dire, si tu prends ces 3 certificats-là ensemble, ça fait du sens pour nous, puis on va te cumuler, on va te certifier à la fin un baccalauréat BACAP, finalement. Donc, toujours savoir la visée que tu as en tête avant d'entreprendre des études universitaires. C'est quoi la cible que tu poursuis? Comme ce que vous avez surtout connu jusqu'à présent, c'est les études collégiales, je vous présente quand même quelques distinctions à faire entre le système universitaire puis le système au collégial.
En règle générale, une session universitaire comporte 5 cours de 3 crédits chacun. Donc, une session, ça peut représenter 15 crédits au total. Un cours de 3 crédits, ça représente 3 heures de présence en classe par semaine. Pour pouvoir être considéré à temps plein à l'université, il faut que tu aies 12 crédits ou plus par session, donc au moins 4 cours par session pour pouvoir être considéré à temps plein. Puis à temps partiel, c'est 9 crédits au moins, donc 3 cours ou moins pour pouvoir être considéré à temps partiel. Donc, on comprend ici quand même qu'il y a moins de cours dans un horaire au niveau de l'université qu'au niveau du cégep. La session d'automne, les temps de session aussi sont un peu différents. Donc, une session, ça va être généralement 15 semaines. La session d'automne, elle est de septembre à décembre. Donc, ils vont commencer l'université un peu plus tard qu'au collégial. Et puis, la session d'hiver, elle est de janvier à avril. Plutôt que commencer à la fin janvier, tu commences plutôt au début janvier. Donc, environ 2 semaines au temps de Noël. Puis, tu termines par contre la session un peu plus tôt qu'au collégial. On va maintenant aborder l'admission en bref, incluant les dates limites à garder en tête et les conditions d'admission globales pour pouvoir être admis sous base d'études au collégial. En ce qui concerne les dates limites d'admission, généralement, ça va être le 1er mars puis le 1er novembre. Donc, pour les gens qui souhaitent débuter leur programme d'études universitaires à la session d'automne prochain, ils doivent faire leur demande avant le 1er mars de cette année. Puis ceux qui souhaitent débuter leur programme d'études universitaires à la session d'hiver prochain, ils doivent à ce moment-là faire leur demande avant le 1er novembre de cette année. Il faut faire attention, certains programmes seulement sont ouverts à la session d'hiver, donc ce n'est pas tous les programmes qui vont se retrouver auxquels on va pouvoir entrer aux 2 sessions. Certains programmes non contingentés peuvent aussi rester ouverts après la date limite d'admission qui sont inscrites ici. Donc, ils sont ouverts à ce moment-là aux admissions tardives parce qu'il reste des places dans le programme après ces dates limites d'admission-là. La liste des programmes qui sont ouverts aux admissions tardives va généralement se retrouver sur le site web des universités. Malgré ces 2 dates-là, il faut quand même toujours bien vérifier la date limite d'admission pour chaque programme et chaque université qui nous intéresse parce que les dates limites d'admission peuvent varier quand même d'un programme, d'une université à l'autre ou encore, par exemple, les gens qui ont fait déjà des études universitaires par le passé, ils vont être admis sous base d'études universitaires, ils vont avoir une date limite d'admission différente. Ceux qui sont intéressés à aller à l'Université d'Ottawa, les universités en dehors du Québec peuvent aussi avoir des dates limites d'admission différentes. Donc, c'est vraiment important de toujours aller les vérifier. En ce qui concerne les conditions d'admission, pour l'admission sur la base du DEC, naturellement, pour pouvoir être admis à l'université, il faut détenir un DEC ou encore être en voie de l'obtenir. C'est le cas, par exemple, de ceux qui n'ont pas terminé leur session d'hiver encore, mais ils souhaitent faire leur entrée à l'université à l'automne prochain. Et il faut aussi respecter les préalables exigés pour le programme d'études. Si, par exemple, le programme d'études demande des cours de mathématiques quantitatives avancées, de biologie, des cours préalables comme ça. Ça se peut aussi que certaines situations particulières font en sorte que vous ne respectez pas entièrement les conditions d'admission, que ce soit au moment de votre demande ou encore au terme de vos études collégiales. À ce moment-là, ce qui peut arriver, par exemple, c'est que vous êtes inscrit à un cours à distance que vous faites après la session, puis que vous n'aurez pas la note avant l'échéance pour pouvoir être admis au programme. Ou encore, vous êtes en voie d'obtenir votre DEC, mais il vous manque un ou des préalables particuliers au programme. Ou encore, vous avez eu un échec dans un cours, puis ça fait en sorte que vous n'allez pas obtenir votre DEC finalement. Toutes ces situations-là, nous, on vous invite toujours à les écrire dans le formulaire de demande d'admission que vous allez compléter en ligne sur le site web des universités dans la section commentaires pour que l'université, finalement, ait accès au plus d'informations possibles pour pouvoir le mieux possible évaluer votre demande.
Dans certains cas, il peut y avoir des solutions aussi à ces situations particulières qui peuvent arriver. Comme par exemple, s'il vous manque des préalables particuliers au programme, ben, il y a certaines universités qui offrent maintenant des cours compensateurs ou encore des cours d'appoint pour pouvoir finalement équivaloir les cours manquants au niveau du collégial, les préalables manquants. Donc, c'est toujours important de s'informer, de donner le plus d'informations possible à l'université dans votre demande d'admission aussi, parce que dans certains cas, il y a un délai supplémentaire qui peut être octroyé à l'étudiant pour qu'il aille chercher ses préalables. C'est sûr que ça va varier toujours selon les universités, selon les programmes aussi. Un programme contingenté, parfois, ça va être un peu plus difficile de trouver des compromis comme ça, mais pour certains programmes, ça peut être possible aussi. Donc, mentionnez vos situations particulières si vous ne remplissez pas complètement les conditions d'admission du programme. C'est ce qui conclut cette vidéo d'une série de 4 abordant des thématiques reliées à l'admission universitaire. Si jamais vous avez encore des questions en suspens, n'hésitez pas aussi à vous référer à nos autres vidéos, de même aussi qu'au guide d'admission universitaire disponible sur la communauté Omnivox. Si jamais vous ressentez le besoin d'avoir des réponses en fait à des questions un peu plus précises, vous pouvez aussi demander rendez-vous avec nous. Les modalités pour pouvoir rencontrer une conseillère en information scolaire, une conseillère d'orientation sont décrites à l'écran, en espérant aussi que cette vidéo a été informative pour vous. Alors, je vous remercie pour votre écoute.